Elle est la seule candidate de l'opposition à avoir obtenu un siège au Parlement lors du précédent scrutin. Quel est son bilan politique? Quelles leçons tire-t-elle de cette expérience? Quels ont été les principaux obstacles? Pour ce 3e épisode d'Aux urnes citoyens, nous recevons la députée de Beyrouth 1, Paula Yarkoubian. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci pour cette opportunité. Merci de nous accueillir ici. C'est votre siège? C'est le siège de DAFA, oui, l'NGO que j'ai commencé depuis 9 ans. Et c'est un honneur pour moi d'être sur OLG, de pouvoir parler à la diaspora libanaise. J'espère qu'ils vont bien me comprendre parce que j'ai le handicap de la langue, mais je vais essayer de faire de mon mieux, d'expliquer le bilan politique, tout ce qu'on est en train de faire. On va faire pourquoi en sorte... l'opposition est très importante aujourd'hui, plus que jamais. On va faire en sorte que tous vos propos soient bien compris. Merci. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent « les élections ne servent à rien, de toute façon on ne peut rien faire une fois au Parlement ». Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur dis que le plus grand cauchemar aujourd'hui, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent rester chez eux les jours des élections. Les mafieux vont rester toujours dans leur siège. Ils vont continuer à faire ce qu'ils ont fait depuis 100 ans, 30 ans, 15 ans. Le nombre d'années n'est plus important. Mais redonner à ces gens-là la légitimité des voix de ceux qui vont aller et voter pour eux, ça c'est vraiment le plus grand cauchemar pour n'importe quel Libanais. Aujourd'hui, il faut vraiment se mettre contre cette sultan. Je peux pas dire gouvernement, je peux pas dire... Contre cette classe politique. Toute cette classe politique, parce que au Liban, il n'y a pas une sultan définie. Il y a des partis politiques qui contrôlent tout. Donc ces partis politiques doivent comprendre aujourd'hui qu'il y a un peuple qui n'est pas, qui n'est plus aveugle, qui ne va pas aller voter pour eux sans vraiment rendre compte et rendre les gens responsables de toute cette détérioration dans le pays. Mais vous, donc, Paula Yarkoubian, oui. Vous avez été élue il y a 4 ans, vous avez été confrontée à cette classe politique. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois au Parlement? Très bonne question. J'ai été élue avec Joumana Haddad, mais avec 300 voix de différence, c'était facile pour eux de détourner les comptes, to rig the election. Donc voilà, j'aimerais dire que j'étais pas la seule à gagner. Joumana a gagné avec moi. Donc je vous dis franchement, être au Parlement toute seule, ça ne sert à rien. Mais avoir un bloc destructif, disruptive bloc. Je sais pas en français. Vous dites destructive en français? Est-ce qu'il y a un mot disruptif, mais oui, disons un bloc important. C'est quoi un bloc important? L'important, c'est que ce bloc-là soit disruptive. Ça veut dire arrêter les mêmes rhétoriques, les mêmes arguments, les mêmes guerres entre 8 et 14 mars qui n'existent plus depuis 2016. Depuis 2016, il y a un semblant d'opposition et il y a la vraie opposition qui est ces partis politiques que j'ai représentés, ces Tahalouf Watani, ces gens-là qui sont dans la rue depuis 2011, qui ont eu un combat en 2016, qui ont continué en 2018. Donc c'est primordial, c'est crucial aujourd'hui que les gens aillent voter pour le vrai changement et non pas pour les partis politiques qui, ils n'ont pas un ministre aujourd'hui, mais ils ont plein d'employés publics. Ils sont dans le Jamaïque, dans les douanes, ils sont dans tous les postes clés de l'État. De tous les postes clés. Alors ils tiennent vraiment le gouvernement. Ils contrôlent tout. Encore une fois, même les médias, même les services secrets, même les services de tout genre dans le pays, les pistons. C'est jusqu'aujourd'hui cette classe politique vraiment détient tout. Et c'est très clair qu'elle est responsable du résultat et du naufrage de ce pays. Combien il faut de députés au Parlement pour pouvoir s'opposer à cette classe politique? Un bloc destructif n'a pas de nombre. Mais au moins, je dirais, au moins une dizaine, pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et aussi, dès le premier jour, je pense que c'est aussi très important de se demander pourquoi on vote encore une fois à Nabih Berri. Qui va se poser cette question?
qui va faire cette aussi معركة, Qui va faire cette bataille politique. cette bataille très importante en politique. On a, admettons, 10 députés, 15 députés qui sont unis, qui votent tous dans le même sens pour la présidence du Parlement, pour Pas seulement le pour Premier ça, ministre. pour changer les règles la- du... Non, pour surtout changer les règles du jeu. Mais si Ce vous êtes jeu- minoritaire, ce jeu- comment vous changez les règles? Exactement. C'est le discours politique qui doit changer. C'est les Libanais, le mindset du Libanais qui va commencer peu à peu à penser, à voter, non pas pour le secte et la région. Il faut vraiment voter pour les projets politiques, voter à ces partis politiques qui n'ont rien à faire avec les mafieux, qui ne ressemblent pas à ces mafieux. On va revenir largement dans le reste de l'interview sur votre projet politique. Avant, j'aimerais un peu aller au bout de la stratégie politique. Donc, on entre au Parlement, on fait un bloc important au Parlement, et ensuite, comment on s'impose? Comment on change le système en tant que minorité? Écoute, je ne pense pas qu'on peut changer le système avec un knock-out. Mais par contre, on peut vraiment travailler sur des batailles qui peuvent changer. Lesquelles, par exemple? Je vous ai donné un exemple, il y avait plein d'exemples. Toutes les fois qu'il faut être à côté des gens et à côté des intérêts des Libanais, ça c'est une bataille très importante Ce pour que nous. vous êtes en train de nous dire, c'est que même si vous êtes minoritaire, le simple fait que votre voix existe est important. Je vous dirais, en 2018, j'étais la seule. 2022, je vous assure, je serai pas la seule. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans ces 4 ans qui vont être très durs pour les Libanais, malgré tous ces slogans et malgré toutes les promesses électorales qui sont jamais, qui se manifestent, qui sont jamais exécutées, jamais Jamais Mabit Nafaso. Jamais tenu. Jamais tenu. Donc, je vous dis, cette fois-ci, c'est différent. Et il se peut que le peuple libanais vous surprend avec un tsunami de voix. Ceux qui sont avec les partis politiques resteront chez eux à la maison. Et ceux qui sont contre cette classe politique, ils vont aller voter pour le changement et pour donner une chance à de nouvelles voix dans ce pays. Oui, je suis très optimiste. Vous y croyez? Et j'y crois que cette fois-ci, le coût était très grand. On a appris qu'on peut pas aller voter sans voir, sans lire, sans écouter. Et on peut plus croire à la même propagande qui, depuis des années et des années, te donne l'impression qu'il y a 2 camps qui sont en conflit. Et juste après les élections, ils vont ensemble faire un gouvernement d'union nationale et continuer, au lieu de travailler pour le peuple, travailler pour leur poche et pour leur famille et pour leur parti politique. Donc ce bloc parlementaire ne rentrera pas dans un gouvernement d'union? Ah non, surtout pas. Non, sauf si c'est notre programme qu'ils vont adopter et sauf s'il y a vraiment un timeline, comment faire les choses, sauf si on a des assurances pour une fois qu'ils vont changer de behavior. Mais je ne vois pas un changement d'attitude parce que je les vois aujourd'hui, comment ils approchent les élections, comment ils se positionnent. Donc je ne vois aucun changement chez les partis politiques. Pour vous, ils ont tous le même niveau de responsabilité? Non, pas du tout. Mais la responsabilité ici, pour vraiment faire les comptes et qu'on soit fair, qu'on soit juste, il faut regarder aussi combien on a donné à chaque bloc parlementaire. Mais franchement, vous me dites quelle différence? Je vous dis, c'est le même comportement, les mêmes attitudes vis-à-vis l'administration, vis-à-vis les réformes. Comment vous expliquez que malgré la Saoura, malgré le soulèvement du 17 octobre 2019, aujourd'hui, l'opposition arrive aux élections en rang divisé? Non, il n'y a pas de rang divisé. Il y a vraiment que c'est la première fois. On a fait cet exercice en 2018, mais la Sulta s'en foutait carrément de nous. Ça se dit? Oui. Ok. Donc, il n'y avait pas un focus sur cette opposition. Ils croyaient qu'on ne va pas avoir aucun hasil, aucun threshold, le seuil. Aucun seuil électoral. Exactement. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils font leur liste. Ils n'ont pas vraiment essayé d'attaquer et de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de créer des listes
et de les appeler des listes de Saoura, de les appeler des listes d'opposition, des listes qui ressemblent, si vous regardez comme ça la forme de l'extérieur, ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on a fait. Et ces listes-là, quoi qu'on fasse, elles vont se présenter contre nous. Vous pouvez donner des exemples? Ce n'est pas une division dans le sein de l'opposition. Ça, depuis des mois et des mois, je suis en train de dire, leur seul souci, c'est qu'il y ait une liste claire de l'opposition et une liste claire de la sulta. On va pas arriver là-bas. Tous les partis politiques prétendent qu'ils sont dans l'opposition. Ils prétendent ça et ils essayent de prouver à leurs compatriotes, à leurs monastirines, à leurs électeurs qui sont dans l'opposition. Alors, ils vont pas du tout accepter qu'il y ait une liste d'opposition claire, nette, précise. C'est pourquoi, je vous promets, il y aura d'autres listes, mais les gens sont plus éveillés aujourd'hui sur cette question. Comment on les reconnaît? On l'a vu dans l'ordre des ingénieurs. On a vu dans l'ordre des ingénieurs, il y avait une liste qui a dit que nous étions la liste nous étions la liste de la sulta et que c'est des puristes. On a vu, ils ont eu moins que 0, quelque chose %. Bon, cette fois-ci, ils sont plus professionnels. La sulta, avec ses services secrets, sont plus professionnels à travailler ces listes. Ils se déguisent beaucoup mieux. Mais je pense que le Libanais a appris encore une fois, ce n'est pas l'opposition. Comment on les reconnaît? Comment c'est où s'arrête l'opposition? Franchement, tu vas les reconnaître. Une fois que ça va être diffusé, cette émission, je pense que ça va être clair pour tout le monde combien de listes il y a et où est l'opposition qui a un track record. Un track record, ça veut dire ils étaient là en 2018, quand il n'y avait pas de révolution, quand la sulta était très forte, et ils sont restés consistants en politique et dans leur opposition. C'est quoi aujourd'hui les principes de base sur lesquels l'opposition doit s'entendre? C'est quoi les grandes lignes sur lesquelles on ne peut pas faire de compromis? Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Les partis politiques émergents du 17 octobre ou les partis politiques qui étaient avant le 17 octobre, comme Tahaluf Watani, comme tous les autres, on est en train de travailler tout le temps ensemble. Et on a presque les mêmes projets. Donc, ça va être clair qu'il y a le projet politique, pour nous, est très clair. Le projet économique, les réformes, tout ça, on s'entend sur tout ça. Il y aura pas on s'entend très bien sur la question de Hezbollah. Tous ceux qui vont être dans les listes sont pour un pays, un État souverain, sans armes illégitimes, sans mafia et sans les milices. Moi, je dis que ce sont même des mercenaires et on est tous d'accord que ce sont des Libanais, mais qui font l'agenda de l'Iran et non pas du Liban. Et ça, je pense que c'est vraiment très clair pour tout le monde. Paula Yacoubian, vous me disiez à l'instant que les vrais candidats de l'opposition, vous êtes d'accord sur les grands principes, vous avez à peu près le même programme. Pourquoi alors n'avoir pas formé un grand parti dans lequel vous seriez tous représentés et qui aurait une ligne claire, plus visible pour les électeurs? Depuis mai 2018, depuis que j'étais élue, j'ai demandé à tous ses amis, à tous ceux qui pensent de la même façon, qu'il faut faire le plus grand front possible pour l'opposition. Il y avait ceux qui étaient désespérés, il y avait ceux qui pensaient que ça vaut pas la peine. C'était dur. 2018 était dur pour nous comme résultat. Bien qu'on a eu 50 000 voix presque, mais c'était pas facile. Cette fois-ci, je vois, depuis le 17 octobre, ils ont beaucoup plus d'enthousiasme. Mais il faut dire que chacun a fait son parti politique, est attaché à son brand. Je pense, après cette expérience, on va aller, comme vous dites, faire un parti politique, un grand parti politique. Donnez-nous du temps. On commence de démarrer. Nous sommes des partis politiques qui sont nés en 2018 ou en 2019 ou en 2020. Donc voilà, il faut un temps pour la maturité. Bien qu'on doit être précoce ces jours-ci. Il faut travailler très vite. Mais on a besoin vraiment de mûrir. Quel rôle vous pouvez jouer dans tout ça? J'essaye. Je fais... je vous dis, j'ai pas d'ego, pas du tout. Je veux cette unité. J'essaie de tout faire pour unir les gens. Mais la bataille contre moi est féroce. Et au sein de l'opposition? Non, pas au sein de l'opposition, mais les partis politiques
ont essayé aussi d'acheter des gens qui sont dans l'opposition. Franchement, je vous le dis. Et on sait très bien qu'il y a une grande infiltration dans nos rangs. Mais on est en train, surtout maintenant, de filtrer les choses. Et je promets les gens que je ne m'arrêterai jamais à essayer d'avoir vraiment one umbrella et unity. J'ai beaucoup travaillé pour ça, il faut continuer à travailler. Mais je vous dis franchement, les leçons qu'on a apprises durant les négociations pour ces élections, ça nous a beaucoup aidés. À Beyrouth, vous avez fait le choix de ne pas vous allier avec le candidat des Kataeb, Nadim Jmaïel. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Non, dès le début, il m'a visité il y a 3 ou 4 mois. J'étais très claire, très franche, qu'on préfère ne pas avoir de parti politique avec nous, ne pas être allié avec des banques, avec tout ça. Et j'étais très claire avec lui dès le début qu'on travaillerait ensemble après les élections. Pour vous, les Kataeb aujourd'hui, c'est l'opposition ou non ? Ben oui, c'est l'opposition, mais ce n'est pas l'opposition tahririyeh. Ce n'est pas vraiment. Pourtant, ils ont fait un grand parcours. Ils ont beaucoup évolué et retrouvé aussi ces partis politiques. Je pense que Sami Jmaïl a fait un travail colossal qui est très apprécié. Mais pour les gens, pour la Sawra, pour l'opposition, il faut qu'il y ait des listes claires, des listes sans parti politique. Et vous n'avez pas peur que ce choix vous affaiblisse ? Non, je pense qu'il faut être clair avec les gens. Et il ne faut pas du tout faire ce qu'on appelle des alliances électorales, mais faire des alliances politiques. Si on est ensemble, après les élections, si on s'entend sur toutes les grandes lignes, si on s'entend sur le plan économique et tout ça, on peut aller en 2026 ensemble. Mais aujourd'hui, c'est pas un choix qui a été approuvé dans nos discussions et on a pris la décision d'aller tout seul. Des puristes, sans parti politique, et voilà, c'est tout. Vous avez été victime ces 4 années de beaucoup d'injures sexistes. Bullying, oui. Comment on combat ça ? Est-ce que ça passe par des lois ou est-ce que ça passe simplement par un changement de mentalité ? Il faut les deux. Il faut changer le mindset. Et je vous assure que l'antiféminisme au Liban est très grand. Et c'est des machos incultes qui agressent n'importe quelle femme simplement parce qu'elle pense différemment. Pour se libérer, vraiment, il faut être libre dans son choix personnel, dans sa vie personnelle et dans tous les choix publics, politiques et tout. Donc, tout ça, c'est inacceptable. Ils veulent contrôler les gens, ils veulent contrôler nos vies. Et si on est avec eux, on est des saints. Si on est contre eux, vous allez voir le sexisme et tout ça. Ce pays a besoin de beaucoup de mouvements, d'activisme. Je vois des NGO qui travaillent très bien sur ce plan. Et aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux leur bataille. C'est très important de cultiver les gens, de leur dire c'est quoi le sexisme. Les gens ne savent pas. Le féminisme, c'est quoi le féminisme ? Je vous assure, si vous demandez à 100 députés, il y aura au moins 80 qui ne peuvent pas vous répondre. Et puis, on s'attend à une femme, quand elle rentre au Parlement, de travailler dans les droits de la femme, les droits de la famille, un peu environnement, c'est acceptable, mais qu'elle s'en aille travailler dans une bataille politique à fond, dans les finances, dans les moisonnettes, dans le budget, dans tout ça. Non, pas du tout. Ça, c'est pas pour la femme. Et on te dit, et ça, toujours les gentils, entre guillemets, au Parlement me disaient, tu perds beaucoup de ton féminisme et de ta beauté, je sais pas quoi. Quand tu rentres là-dedans. Oui. Alors, je regardais ça avec beaucoup de dégoût. Et j'ai fait la bataille quand il fallait. J'ai fait la bataille vraiment quand il fallait se mettre vraiment, mettre les points sur les i, être clair que ça, c'est inadmissible. Je n'accepte pas ce discours. Et je suis un individu. Il doit être condamné, ce discours ? Tout à fait, absolument. Pénalement, je veux dire ? Oui. Moi, je pense que pénalement, ça doit être condamné. Écoute, j'ai présenté une loi sur les réservations du Liban, sur la convention de CEDAW, qui parle de l'égalité entre femmes et hommes. Et ce jour-là, c'était pour moi vraiment choquant. Il y avait les femmes députées qui attaquaient cette loi. C'était pas les hommes. Et pour moi, c'était vraiment effrayant. Combien une femme qui vient des partis politiques
ne représente pas vraiment la femme. Elle représente le zaïm et tout ce qu'il veut. Même quand il s'agit de ses droits à elle, elle fait vraiment l'agenda du zaïm. C'était très clair ce jour-là. Comment vous l'expliquez, ça? Bon, je vous dis qu'il faut voter pour les femmes, mais voter pour les femmes qui sont issues de la communauté, qui ont fait leur parcours, qui ne sont pas venues simplement par alliance ou par famille ou par le sang. Donc, comment je fais? Je l'ai fait. Je pense que tout le monde a vu les batailles qu'on a eues sur les télévisions. Les batailles du Parlement, non, n'étaient pas filmées tout le temps, mais c'était clair pour les journalistes qui étaient là-bas comment c'est l'approche avec moi, comment ils répondent à tous les propos politiques par un smear campaign, et ça continue jusqu'aujourd'hui. Ils n'arrêtent pas. Votre ONG a aidé beaucoup de gens ces dernières années, notamment après l'explosion au port de Beyrouth. On vous accuse parfois de faire une forme de clientélisme. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous l'assumez? Est-ce qu'on peut, de façon plus générale, faire de la politique au Liban sans passer par le clientélisme? Oui, on peut, absolument. J'ai commencé DAFA il y a 9 ans quand je disais il n'est pas question que je fasse des élections législatives au Liban ou que j'aille dans ce combat pour les voix. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que les partis politiques quand je disais ça. Il n'y avait pas d'opposition non sectaire. Moi, jamais de ma vie, je peux aller dire aux gens, il y a les Arméniens orthodoxes qui sont les meilleurs et tout le reste, c'est des kuffars, c'est des je sais pas quoi, ils sont de moindre qualité. Jamais de la vie, je peux faire ça. Alors quand j'ai trouvé qu'il y a vraiment des partis politiques qui luttent contre la division, contre toutes ces idées préconçues, j'ai trouvé que facilement, je peux faire partie de ce combat. Alors, je vous dis, j'ai commencé DAFA il y a 9 ans. Je l'ai commencé parce qu'il y avait du froid, comme aujourd'hui, au Liban. Il y avait des bébés qui sont morts dans des tentes. Et c'est pourquoi que ça s'appelle DAFA. Alors, j'ai essayé d'aider autant que possible avec tout ce qui est warmth, chaleur et tout ça. Et chaleur humaine aussi. Alors aujourd'hui, on fait tout parce que la nécessité est très grande et parce qu'on a des donors qui croient en nous et qui nous aident beaucoup. Et on ne prend pas d'argent, on prend seulement de in-kind donation. Donc ces donations, c'est in-kind seulement. Et je ne sais pas comment définir le clientélisme ici, mais ce que je peux vous dire, que depuis qu'on a commencé les élections, j'ai arrêté de distribuer. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans. Aux gens qui sont de ma région et beaucoup plus aux gens qui ne votent pas ici, et même pour des gens qui ne votent pas, peut-être, qui ne sont même pas libanais, franchement, qui sont laissés parce qu'aucun parti politique ne veut leur donner quoi que ce soit. Des réfugiés irakiens, syriens, des Arméniens de la Syrie, qui sont laissés par les partis politiques parce qu'ils n'ont pas de voix. Donc ça, c'est le clientélisme. C'est pas quand on aide tout le monde, sans discrimination, quand on essaie d'être avec tout le monde et payer le prix parce qu'on est avec tout le monde dans un pays tellement raciste. C'est pas raciste, mais discriminatoire. Ouais. Donc, voilà, je vous dis non, je ne pense pas que c'est du clientélisme, franchement. Et en plus, on a le droit par la loi, parce que si c'est un NGO qui travaille depuis 3 ans sans arrêt, on a le droit dans la loi électorale de continuer et on ne continue pas. On arrête, on continue un peu les médicaments, parce que ça, comment dire aux gens, non, je ne peux plus vous amener je ne sais pas quoi, et que ça n'existe pas dans le pays. On a travaillé après le 4 août, c'était vraiment un duty de travailler, je n'avais pas le choix. J'étais là, tout était cassé, on était dans la rue à 6h du matin le lendemain, le 5 août. On a pris les balais, on a commencé à nettoyer les rues de Beyrouth, et ça a fait une boule de neige. Et c'est comme ça qu'on a reconstruit Beyrouth. L'État n'a rien reconstruit, même pas un appartement. La municipalité n'a rien fait, absolument rien. Et aujourd'hui, je vois des gens qui sont dans la municipalité de Beyrouth, qui se présentent aux élections. Mais c'est quoi votre achievement? Mais c'est quoi votre bilan politique? Comment vous osez vraiment vous présenter? Mais c'est vraiment du n'importe quoi. Et ils prennent les gens vraiment pour des idiots. Je vais vous demander de terminer ma phrase. Aujourd'hui, le Liban est malade de clientélisme et surtout de impunity, de l'impunité.
et pas de accountability. Il n'y a pas d'accountability dans le système judiciaire, dans les HGZ de Daoulé. Donc la seule façon vraiment de rendre ces responsables, c'est nos voix. C'est pourquoi l'importance des élections est très grande. Il n'y a rien d'autre pour leur dire que cette Saoura aujourd'hui, c'est dans les ballots. C'est quoi dans les élections. C'est quoi, Paula Yacoubian, vos objectifs pour les 4 prochaines années? Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes Libanais qui s'en vont, qui ne croient plus au Liban. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment on peut changer le Liban en 4 ans? Comment on peut même changer le Liban ensuite en 10 ans? Je leur dis que c'est un crime d'haïr le Liban, de le détester, ou de dire je ne veux rien faire avec ce pays. Je m'éloigne et je ne veux pas me mêler de ces affaires. Vraiment, c'est un crime. Vous comprenez ce sentiment? Oui, je le comprends, mais il faut aussi que ces jeunes-là et ces gens-là comprennent que c'est de notre faute. Nous sommes fautifs avec le Liban. Le Liban est un pays vraiment très beau, un tout petit pays, 220 kilomètres sur la mer, un pays où on a beaucoup de blessings. Mais c'est nous, nos voix, nos choix, qui ont abouti à ce Liban. Donc on ne peut pas dire j'ai rien à faire. Mais c'est nos parents, c'est ma génération, c'est tous ces gens-là qui ont abouti à ça. Donc au contraire, il faut s'engager, savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a eu dans ce pays, savoir les faits. People do not know the facts. Et ça, c'est très dangereux. Donc nous, vraiment, il faut savoir pourquoi on est à ce point, comment on a géré ce pays et combien de fois on a cru les mêmes slogans, les mêmes histoires. Et aujourd'hui, ça se répète. Ils n'ont pas arrêté jusqu'aujourd'hui. Alors, tous ceux qui sont désespérés, qui veulent plus rien savoir du Liban, qui veulent vraiment, démissionner du pays, ben je leur dis, ça va vous hanter toute votre vie. Vous allez penser, est-ce qu'il fallait aller ce jour-là et dire non? Non, c'est très important de leur dire que ce peuple ne fait pas partie de ces mafieux. Et dire non pour faire quoi ces 4 prochaines années? Quels objectifs? Pour faire beaucoup de choses. Pour redresser le pays où rien ne fonctionne. Mais comment on peut poser des questions sur le projet? C'est un pays où on n'a pas d'électricité après 32 ans de la fin de la guerre civile. C'est un pays où on te dit, on ne sait pas comment ménager la crise de déchets. Mais est-ce que c'est possible que le Libanais n'a pas tellement de potentiel? Est-ce qu'on est vraiment tellement failure? J'arrive pas à accepter ça. Et je vous dis qu'il y a un travail colossal à faire, mais sur tous les plans. Comment commencer? Quand je regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de promettre aux gens quand vraiment le basic need n'est pas là? Il faut vraiment commencer il faut pas parler avec beaucoup d'ambition, parce qu'ils ont tout démoli, mais il est temps aujourd'hui de commencer à redresser les choses. Et ça ne se fait pas avec les mêmes gens, avec les mêmes têtes, avec les mêmes partis politiques et les mêmes familles. Ça ne se fait pas avec eux. Est-ce que ça, c'est possible tant que le Hezbollah est prédominant dans l'État? Écoute, le Hezbollah, c'est pas seulement prédominant, c'est le parti politique qui a sauvegardé tous les partis politiques. Même ceux qui prétendent qu'ils sont contre eux aujourd'hui, ils sont ensemble contre un ennemi qui est le peuple libanais. Et ils l'ont entendu très bien le 17 octobre. Ils ont eu le message loud and clear que ces gens-là ne sont pas des moutons. Et ils vont pas accepter encore une fois qu'on leur dise il y a le secte, il y a la religion, il y a je sais pas quoi. Et donc l'ennemi pour les partis politiques, c'est le peuple libanais. Ils ont pu casser la révolution dans la rue. Ils ont pu envoyer beaucoup de gens à l'immigration. Mais il y a ceux qui vont continuer. Et on va continuer avec eux. Et même ceux qui ont quitté le pays, il y a beaucoup qui sont engagés en politique, qui sont en train de parler avec la diaspora pour que cette diaspora s'enregistre et vote. Et aujourd'hui, ils vont continuer avec eux pour que personne ne pense qu'il a le luxe de rester chez lui. On a besoin de chaque voix libre pour continuer ce qu'on a commencé en 2018, quand on a dit que le Ponzi est politique et financial. C'est sur les deux plans. Aujourd'hui, les gens, je pense, ont changé d'avis. Ils n'ont pas écouté en 2018 qu'on a dit que c'est des mafieux, qu'on va être en faillite, que les choses vont très mal. Aujourd'hui, c'est différent. Et beaucoup de gens nous disent,
En 2018, vous aviez raison. Et cette fois-ci, c'est différent. Donc voilà, on espère qu'on a appris notre leçon tous. Il y a un débat au sein de... Je reviens un petit peu à ma question, mais parce qu'il y a un débat au sein de l'opposition élargie. Il y a ceux qui disent « tant que nous n'avons pas réglé la question du Hezbollah, on ne peut rien faire ». Et ceux qui disent « non, commençons par des choses plus simples et nous viendrons ensuite aux grands enjeux géopolitiques ». Où est-ce que vous vous positionnez ? Oui, je vous dis, être clair et envoyer le message au monde entier que ce peuple libanais est otage de ses armes. Il n'accepte pas d'avoir des armes illégitimes parce que au monde entier, ça n'existe pas. Il y a un État avec l'armée et c'est tout ce qu'on peut accepter comme peuple. Mais en même temps, ça ne veut pas dire je ne peux pas faire d'électricité. Ça ne veut pas dire je dois mourir dans la crise de déchets. Ça ne veut pas dire que la pollution doit être comme ça. Ça ne veut pas dire garder tous ces générateurs dans la rue. Il y a plus que 22 000 générateurs à Beyrouth. Ça, c'est une bombe atomique aussi. Ça, c'est une bombe de pollution aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui ont vraiment à faire avec Hezbollah et ses armes. Mais le plus grand crime de Hezbollah, c'est comment il a sauvegardé tous les partis politiques pour qu'il reste lui-même aussi dans son comfort zone et pour sécuriser sa base sectaire. S'il n'y a pas les forces libanaises et Michel Aoun et Walid Jumblat et Nabih Berri et tout ça, ils ont tous un problème. Il y a une interdépendance très grande entre ces partis politiques. Ils ont besoin l'un de l'autre pour exister. Pour exister et pour garder aussi leur base sectaire unie. Et moi, je suis très confidente qu'il y aura aussi des chiites au sein de ce disruptive movement, bien qu'ils sont en train d'acheter du airtime sur les télévisions pour aller dire rien ne va changer. On aura 27 députés chiites, c'est pas vrai du tout. Donc vous pensez que des députés de l'opposition au sein de la communauté chiite vont être élus ? De toutes les communautés, et même la communauté chiite. Parce qu'il y a cette insistance et ce message envoyé pour les Libanais, faites attention, il faut... Et encore une fois, votez pour vos partis sectaires, sinon je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Alors franchement, qu'est-ce qui va arriver avant tout ça, après tout ça ? Le pays est dans une tempête de tous bords. Qu'est-ce qui peut être pire ? Exactement, c'est ce que je voulais dire. Merci Anthony. Merci beaucoup Paula Yacoubian. J'espère que... J'étais très libanaise avec les 3 langues, mais voilà, je fais partie de ce tissu libanais et... j'ai perdu mon français, ça me fait mal au cœur, je l'ai perdu. Je pense que les auditeurs ne seront pas de cet avis. J'espère que ça a été compréhensible pour tout le monde et merci encore une fois, Anthony. J'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.